Bonjour à tous, bienvenue au webinaire d'Accélère, l'accélérateur de start-up d'Air Liquide. Nous sommes très heureux de démarrer ce troisième webinaire de notre programme. Et donc, pour cela, on est ravis d'avoir un panel d'intervenants. Avant de démarrer, du coup, Bernard, qui est directeur d'Accélère, je te propose de présenter rapidement Accélère et puis nous dire les raisons pour lesquelles on a choisi de lancer ce programme de webinaire. Oui, merci beaucoup Cécile. Donc, tout d'abord, je voudrais aussi m'associer à Cécile pour vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui est en fait le troisième d'une série de 4 que nous organisons. Très rapidement, ce séminaire est organisé par Accélère. Qu'est-ce que c'est qu'Accélère? Accélère, c'est l'accélérateur de start-up deep tech qui est associé au groupe Air Liquide. Et au sein d'Accélère, nous accompagnons des start-up qui sont vraiment issues de la deep tech, souvent dans une phase de post-incubation, on va dire, et on les aide à préparer leur pré-industrialisation. Et pour ça, on leur propose 2 choses. La première, c'est d'accéder à un hébergement sur notre site, sur le campus Innovation Paris du groupe Air Liquide, qui est positionné sur le territoire de Paris-Saclay. Et les startups qui vont être sélectionnées vont trouver sur cet hébergement tout ce qu'on trouve normalement et naturellement dans un hébergement de ce type-là. Mais on a une vraie spécificité chez Accélère, c'est qu'on propose l'accès à des laboratoires individualisés et sécurisés dans lesquels les startups techno vont vraiment pouvoir finaliser leur développement et attaquer leur pré-industrialisation. Voilà. Et puis, on accompagne aussi les startups au travers d'un programme d'accélération individuel à la carte, dans lequel on met à disposition de ces startups des experts qui sont des experts scientifiques, techniques, industriels, marché, transverses, marketing, communication, RH, achat, et aussi et surtout en sécurité, de manière à s'assurer que tous les développements qui vont être faits dans des conditions de sécurité totalement adaptées. Voilà. Accélère, même si c'est une structure jeune, on a commencé à se faire une bonne petite expertise dans l'accompagnement de ces startups. Et en fait, on a décidé de partager cette expérience au travers de cette série de webinars qui a vraiment pour but de vous donner à vous, startup technologiques, des clés pour réussir votre vie de startup après avoir réussi votre incubation, on va dire. Voilà. Et donc, au travers de ces webinars, y compris celui d'aujourd'hui, bien sûr, vous allez avoir un panel d'experts qui vont vous apporter des retours d'expérience. Vous allez avoir des start-upers, des grands groupes, des financiers. Ils vont vous raconter les histoires, ils vont vous donner leur témoignage pour vraiment faciliter et accélérer votre développement. Voilà, je vais pas en dire plus parce que je pense que vous êtes là pour les écouter. Cécile, je te laisse reprendre la main et puis nous présenter le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Oui, merci beaucoup Bernard. En effet, après avoir abordé le thème des financements de la partie industrialisation, aujourd'hui on va aborder le thème de la commercialisation, car en effet, quand une start-up cherche à se développer, elle cherche à créer du business et le réflexe est souvent d'aborder des clients grands comptes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va aborder la partie commercialisation et plus particulièrement le volet relations grands comptes start-up. Donc, quand les questions auxquelles nous allons répondre sont finalement comment aborder ce client grand compte, parce que il y a des belles histoires qui peuvent se créer en termes de business, mais parfois le chemin est très long parce qu'on sait que les fonctionnements sont très différents le fonctionnement d'une start-up et le fonctionnement d'un grand groupe. Donc finalement, comment aborder ce client grand compte? Comment aussi détecter les signaux positifs ou négatifs pour savoir si l'énergie qu'on déploie est suffisante ou pas. Et puis également, savoir finalement quelles sont les erreurs à éviter et comment aller au-delà d'une simple preuve de concept. Donc, pour répondre à toutes ces questions, on a la chance d'avoir un panel d'acteurs différents, donc start-up industriels. Et donc, pour commencer, bienvenue Élodie. Donc, Élodie Grasset, tu travailles chez Air Liquide en tant que directrice digitale dans une entité, dans une
business unit du groupe. Donc, tu as travaillé sur différents projets où la relation grand groupe startup était importante. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et ces relations? Alors, Elodie, je crois que tu as quelques problèmes de connexion. Ton image est figée. Alors, peut-être en attendant, on va accueillir Eric. Donc, Eric Laporte, donc, tu es CEO chez Apix Analytics. Tu as travaillé en tant que DG dans différentes entités et tu as rejoint Apix récemment pour accélérer le développement de cette startup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, merci. Donc, Eric Laporte, je suis CEO donc, de Apix Analytics, qui est une startup qui a développé une technologie disruptive pour les applications d'analyse de gaz dans des chromatographes en phase gazeuse. Donc, beaucoup de grands groupes dans nos clients et dans nos prospects. Et effectivement, au long de ma carrière, qui est maintenant quand même assez longue, j'ai pu être des deux côtés de la barrière. J'ai dirigé des filiales de grands groupes, Schlumberger, Eiffage, Tokem, également dirigé une start-up aussi déjà, une autre, et deux PME de différentes tailles. Donc voilà, donc ça me donne une expérience très variée, très diverse, riche de ce fait, et voilà, le fait d'avoir l'expérience des deux côtés me permet d'avoir une vision assez complète de ce sujet. En effet, de cette thématique relation grand compte start-up. Merci beaucoup, Eric. On aura aussi au cours de ce webinaire la vision d'une autre start-up. Donc, merci Florian d'être parmi nous. Florian Perrodin, donc tu es fondateur de Distran et tu as beaucoup travaillé avec les grands groupes parce que votre business est très lié aux grands groupes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors bonjour, je m'appelle donc Florian Perrodin, je suis un des fondateurs de Distran. Distran, on est une startup hardware et on fait des détecteurs de fuite de gaz qui fonctionnent avec les ultrasons. Donc en fait, quand il y a une fuite de gaz dans un endroit industriel, il n'y en a bien sûr jamais chez Air Liquide, mais quand il y en a, en fait, elles émettent des ultrasons et ces ultrasons, ils se propagent comme une onde. Et nous, on a une caméra avec plein de micros dessus et les ultrasons vont arriver aux différents micros à différents instants. Et donc, on va pouvoir superposer une image acoustique sur cet écran et une image optique, il y a une caméra. Et donc, en fait, l'avantage, c'est qu'on peut voir à distance des fuites de gaz qu'avant, on était obligé d'être en contact pour voir ces fuites. Donc, évidemment, nos clients, c'est beaucoup de grands groupes qui ont un intérêt assez grand de trouver ces fuites de gaz le plus rapidement possible pour des raisons de sécurité, de fiabilité et puis d'efficacité énergétique. Voilà, et donc naturellement, on a pas mal de grands groupes avec qui on a interagi. Merci beaucoup Florian. On a aussi la chance d'avoir Vanessa Fauvel qui travaille au sein de Pacte PME. Bonjour Vanessa, la relation grand groupe start-up, c'est vraiment une activité importante pour Pacte PME. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, merci déjà pour l'invitation. Pacte PME, en fait, c'est une structure associative loi 1901 qui a été créée il y a plus de 10 ans et qui a comme particularité de fédérer autour d'elle une cinquantaine de grands comptes, autrement dit une quarantaine de grands groupes du CAC 40 et des régions, des acteurs publics et parapublics. Et autour de ces grands comptes vont s'agréger, fonction des projets qu'on va mener, une trentaine d'organisations professionnelles. Et l'objectif de Pacte PME, c'est de permettre le développement économique des PME, donc PME au sens large du terme, donc qui inclut les startups aussi, grâce à l'appui justement de ces grands comptes adhérents. Et donc, pour réaliser cette ambition-là, on a une palette de prestations qui va s'étendre de la production d'études sur la santé des relations grands comptes PME à des missions de coaching, en passant par des plateformes de mise en relation, mais aussi des accélérateurs business diverses. Voilà. Merci beaucoup Vanessa. On accueille également Elodie Grasset, donc comme je disais tout à l'heure, qui travaille chez Air Liquide et qui a travaillé sur des projets de digitalisation des usines au sein d'Air Liquide. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Elodie, sur du coup ce projet et relations grand groupe start-up? Oui, bonjour. Effectivement, j'ai travaillé dans le cadre du
Bon, alors je crois que, Élodie, malheureusement, nous aurons du mal à entendre ta voix aujourd'hui. Alors, on a également la vision d'un autre industriel, donc avec Loïc. Loïc Perret, tu travailles pour Schneider Electric en tant que directeur achat et innovation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je crois que tu as eu cette chance d'avoir la responsabilité voilà, d'améliorer les relations entre grands groupes et start-up. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis directeur achat et innovation et partenariat chez Schneider Electric. Donc mon rôle, c'est d'assurer la transformation de la fonction pour mieux innover avec nos partenaires et en particulier avec les startups. Donc je suis celui qui, depuis bientôt 4 ans, expérimente, se plante, apprend, améliore les choses sur la manière de mieux collaborer avec les startups. Juste quelques chiffres. On a dans le radar plus de 1000 startups, on a une centaine de collaborations startups en route et on a presque 40 partenariats qui sont arrivés à terme puisqu'on est allé sur le marché vendre quelque chose à nos clients, un produit, un service, une solution avec ce qui est sorti du partenariat avec ces startups. Merci beaucoup Loïc, merci à tous. Juste avant de démarrer le webinaire, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous présenter sur le chat pour voilà, savoir quels sont les différents participants. Et puis, si vous avez des questions au cours du webinaire, n'hésitez pas à les poser sur la partie questions. On y répondra à la fin du webinaire. Donc, voilà, vous pouvez poser vos questions tout au long. Merci à tous. Du coup, pour démarrer cette thématique de la commercialisation et plus particulièrement la relation grand groupe start-up, comme on disait tout à l'heure, finalement, l'envie, et on sait que le potentiel business chez un grand groupe peut être important, mais finalement, comment aborder ces clients grands comptes? Quelle énergie y consacrer? Eric, donc on a vu tout à l'heure que tu as ces deux approches et tu as vu les deux côtés, à la fois grand groupe et start-up, et maintenant au sein d'Apix Analytics. Est-ce que tu peux nous donner ton retour d'expérience sur comment aborder un client grand compte? Bon, d'abord, il n'y a pas une façon unique, il faut bien en avoir conscience. Mais quand tu parles d'énergie, effectivement, il faut être prêt à en donner beaucoup. Et je dirais schématiquement que plus le groupe que vous avez ciblé est grand, et plus il faudra y mettre de l'énergie. De l'énergie, pas que de l'énergie, de la persévérance, de la patience, beaucoup de qualités qu'il vous faudra avoir, mais en tout cas, il ne faudra jamais désespérer, parce qu'il y a toujours moyen d'y arriver. Donc déjà, il faut commencer par prendre du temps, il faut bien se préparer, il faut bien essayer, avant de commencer quoi que ce soit, de connaître, de comprendre, d'analyser les différents métiers d'un grand groupe. Et dans les grands groupes, il y en a beaucoup. Donc il faut passer beaucoup de temps pour les cerner au mieux et être le plus efficace. Il faut aussi avoir conscience du fait que dans un grand groupe, le grand groupe, il a vécu jusque-là sans vous et qu'il y a une résistance au changement qui est un élément supplémentaire qui va vous demander encore un peu plus d'énergie pour franchir cette résistance absolument systématique, quel que soit votre degré d'innovation et de qualité de la technologie que vous allez leur proposer. Voilà, donc moi, ma recommandation, c'est pas toujours facile, c'est d'essayer de trouver, d'identifier quelqu'un au sein du groupe que vous avez ciblé qui va vous aider à vous y retrouver, parce que souvent c'est énorme et il faut essayer de trouver donc quelqu'un qui a une connaissance suffisamment étendue et approfondie de la cible pour qu'elle vous ouvre les différentes portes, ou au moins qu'elle vous oriente vers ces différentes portes. Voilà, donc on l'appelle de différentes manières, un Sherpa, un coach, ce que vous voulez, mais il faut essayer d'en trouver un. Voilà, donc là, moi, j'ai deux exemples. On travaille avec Engie, qui est aussi un de nos actionnaires. Engie, c'est tentaculaire. On a trouvé, alors s'il se trouve que c'était un groupe que je connaissais très bien auparavant, mais là, dans notre contexte, le pivot central se trouve dans les centres de recherche, Lorais ou Crigène, et c'est eux qui nous ont orientés vers les différentes BU en fonction des applications pour notre analyseur de gaz. Chez Air Liquide, c'est un autre très grand groupe, c'est une autre personne, il se trouve que c'est un de nos administrateurs, donc Aliad, chez Aliad, qui nous aide à trouver les différents interlocuteurs au sein des BU dans le monde entier.
Donc, il n'y a pas un endroit prédéfini ou prédéterminé où trouver cette personne, mais il faut essayer d'identifier. Merci beaucoup, en effet, Eric, de nous dire un petit peu comment aborder ces clients grands comptes et l'importance aussi de trouver les bons interlocuteurs. Florian, avec ta startup Distran, le business est important avec les clients grands comptes. Vous avez testé différentes manières de trouver les bons interlocuteurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors nous, on a essayé 2 approches. Alors, je dirais un peu l'approche traditionnelle que tout fournisseur, j'imagine, fait, c'est-à-dire que on a identifié quel poste était important ou qui pouvait avoir un intérêt pour notre solution. Donc voilà, dans notre cas, donc on fait de la détection de fuite de gaz, donc c'est des gens dans l'opérationnel et puis donc dans la maintenance. Et on a essayé donc d'aller sur LinkedIn, via nos réseaux personnels, via les réseaux de nos vendeurs, de contacter les gens. Voilà. Alors ça marche bien, mais on reste à des niveaux très locaux. Donc par exemple, en général, les usines Air Liquide sont de taille, par exemple, plus petite que des raffineries chez Total. Donc voilà, après, ça dépend de la structure. Ça, c'était la première approche qui marche bien. Et la deuxième approche, qui est l'approche plus start-up, c'est d'aller dans les concours d'innovation. Donc, toutes les startups qui sont là, il y a 2 types de concours d'innovation. Il y a les concours d'innovation pour montrer comme on est beau, et il y a les concours d'innovation pour montrer pour rentrer chez les grands comptes. Donc, par exemple, il y a Air Liquide qui fait cet incubateur avec Total, et puis d'autres grosses entreprises comme Orano, voilà. Et il y en a plein de différents. Vous pouvez chercher ça sur Internet. Et après, en fait, ces gens des départements innovation vous ont mis en contact en fait avec les bonnes personnes. Et donc ça permet en fait d'aller plus vite et plus en profondeur et d'aller aussi à l'international assez rapidement. Donc voilà, donc on a eu les 2 approches, et voilà, ça a été suivant les différents pays en fait qu'on a visité, on a eu des résultats bons ou moins bons dans les 2 approches. Merci beaucoup, Florian, en effet, de montrer que finalement, pour trouver ces interlocuteurs, il faut pouvoir combiner les différentes voies possibles, à la fois ces voies de concours qui permettent finalement d'aller chercher d'autres interlocuteurs qui seront peut-être un peu plus dans l'innovation, par exemple, qui vont nous permettre après d'aller voir les opérationnels, et puis les réseaux professionnels. Vanessa, toi qui travailles au sein de Pacte PME, tu vois régulièrement des entreprises, des PME, des startups qui cherchent à rentrer en contact avec les grands groupes. Finalement, comment aborder, quel est ton retour d'expérience sur cette approche ? Sur la première question, qui est de dire comment aborder un client grand compte, nous, on a accompagné sur les 18 derniers mois plus de 140 PME, et à chaque fois, ce qui ressort, c'est quand vous allez parler à un grand compte, il faut lui parler de lui, en fait. Et ça semble très basique comme conseil, mais ce n'est pas ce qui se produit dans la vraie vie, parce que lorsque vous êtes start-up, vous êtes très tourné vers la R&D, vers votre produit. Et finalement, vous en parlez énormément. Quand il y a une PME, donc une start-up aussi, il y a une notoriété qui est plutôt faible. Et donc, la présentation, lorsque vous abordez un grand compte, elle se fait beaucoup et pendant très, très longtemps sur votre historique, comment est venue l'idée, les différentes étapes. Et ça, c'est un sujet finalement qui est intéressant presque à la fin. Ce qui compte pour le grand compte, c'est qu'on lui parle de lui et qu'on ait bien détecté son besoin. Donc, je dirais que pour aborder un client grand compte, il faut s'être renseigné vraiment au préalable effectivement, comme disait Eric, quel est mon interlocuteur que je dois aller cibler et comment je vais le cibler, ça c'est vrai, mais aussi qu'est-ce que je vais lui raconter. Et donc, ce que je vais lui raconter, il faut que je me sois renseignée suffisamment sur son environnement pour pouvoir donner quelque chose qui soit intéressant et qui intéresse tout de suite le grand compte qui n'a pas le même temps que vous. Et puis, pour répondre à l'autre question qui est de dire quelle énergie et quelles ressources doit y consacrer, c'est surtout une question de temps. C'est très chronophage, c'est un investissement en temps qui est très fort, du temps de vos collaborateurs, de vos ressources, de vos actifs en fait.
Et donc, moi, je conseille de ne se lancer dans cette démarche que parce que vous y voyez un bon retour sur cet investissement. Donc, de bien cibler les grands comptes que vous voulez aller chercher, les clients qui, selon vous, à ce stade-là, va générer potentiellement un volume d'activité important et va nécessiter du coup un traitement particulier. Et autre sujet et surtout autre clé de succès, c'est d'aller chercher des interlocuteurs à tous les niveaux, à la fois une approche par le haut et à la fois une approche par le bas. Approche par le haut, c'est-à-dire d'essayer de se faire référencer au niveau de la direction. Ça, c'est très intéressant parce que, en effet, quand vous êtes sur le haut comme ça, vous avez une vision plus transversale du grand compte et moins locale, je dirais. Et l'approche par le bas, c'est effectivement de faire ce qu'Éric disait aussi, c'est-à-dire de bien présenter, de tomber sur la personne, l'opérationnel qui, en théorie, a le besoin, ce que disait Florian aussi, qui a le besoin, qui a la problématique à laquelle probablement vous pouvez répondre. Mais c'est en cumulant vraiment ces deux façons de faire que vous allez tomber à un moment donné sur la bonne personne et que les choses vont matcher ensemble. Merci beaucoup Vanessa de montrer cet effet combinatoire des interlocuteurs et de la manière dont on peut aborder les clients, les grands comptes et donc potentiellement des clients. Pour aller plus loin, pour aborder un client, voilà, une fois qu'on a trouvé les bons interlocuteurs, est-ce qu'on va comme ça chez un grand compte? Quel est finalement le plan commercial que l'on peut établir pour vraiment susciter l'intérêt du client grand compte? Est-ce que Vanessa, du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur cette approche de plan commercial? Eh bien, je prends la suite de ce que je disais. Donc déjà, on cible un grand compte qui va être pertinent. Ça, c'est important là-dessus parce qu'il y a tout un travail de connaissance à aller chercher. Et du coup, ça prend du temps. Donc, on va identifier le contexte général du grand compte qui est ciblé, c'est-à-dire je comprends les enjeux stratégiques de ce grand compte. J'arrive à me renseigner sur la différence entre les différents autres sous-traitants qu'il peut avoir, partenaires. Quelle est la tangibilité de ma proposition de valeur, du coup, par rapport à ça? J'analyse l'environnement marché de ce client, les évolutions, les faits importants dans l'environnement de ce client et potentiellement les conséquences sur le client aussi. L'actualité a tout son sens, évidemment, parce qu'un grand compte, c'est un gros paquebot, mais c'est aussi extrêmement mouvant. C'est important d'identifier les besoins adressés au niveau technique, commerciaux, logistique, donc d'avoir une vraie vision un peu transversale du besoin et pas forcément focusé sur sa problématique à laquelle on répond précisément, mais quelque chose d'un peu plus large, parce que de toute façon, un grand compte, il est siloté et votre besoin rentre forcément dans un autre besoin. Enfin, il y a un système de petites poupées russes quand même malgré tout. Donc ça, c'est important d'avoir fait un tour là-dessus. Connaître aussi la position concurrentielle de vos concurrents, quelles sont les ressources RH qui sont dédiées particulièrement sur ce client chez les autres concurrents, quelle est la position chez le client, quelles sont les forces, les faiblesses, parce que avant toute chose, comme je vous disais qu'il faut parler au client de lui-même, mais il faut du coup que vous ayez une offre qui soit différenciante. Et cette offre différenciante, elle doit sauter aux yeux très rapidement. Et c'est en ayant fait ces différentes recherches au préalable que vous allez pouvoir bâtir un argumentaire qui va pouvoir vraiment avoir du sens et avoir une vraie force lorsque vous allez adresser le client grand compte. Il faut définir en fait une proposition de valeur qui va être compétitive, donc soit par une innovation, soit par une innovation vraiment de rupture. Enfin, tout ce que vous pouvez avoir comme élément différenciant qui répond précisément à la problématique du client. Si vous êtes différenciant selon vous, mais que ça ne répond à aucun problème non traité chez votre client final, vous n'aurez pas le retour immédiat, vous aurez une marque d'intérêt et ça s'arrêtera très vite en fait. Et puis derrière, une fois que vous faites ces démarches-là, je crois que Éric Florian le disait très bien, ça met du temps. Donc il y a nécessité d'avoir un suivi. C'est pas parce que le premier contact n'a pas abouti qu'il faut le laisser tomber au profit d'autre chose. En fait, il y a tout un travail de suivi à structurer, à organiser. Parce que ce client, vous avez proposé quelque chose qui n'est pas forcément au bon moment pour lui, eh bien, il faut que vous soyez suffisamment présent tout au long de la vie de ce client pour qu'à un moment, vous tombiez dans le bon timing pour lui. Donc, il y a nécessité de vraiment organiser une sorte de synthèse de compte avec un reporting sur la durée de visibilité que vous avez eue avec ce client, les différents contacts que vous avez eus, qu'est-ce qu'il en est ressorti, quel est le feedback en fait. Prenez toujours du feedback et appuyez-vous là-dessus pour pouvoir vraiment bâtir le prochain rendez-vous
et qui sera peut-être très lointain. Mais par contre, vous avez un historique et c'est extrêmement important. Merci beaucoup Vanessa de nous avoir détaillé finalement la manière commerciale dont on peut aborder un client et les différentes étapes. On a vu dans ce plan commercial et dans les interventions juste avant d'Éric et de Florian que les interlocuteurs, c'est compliqué de trouver les bons interlocuteurs et finalement aussi, c'est peut-être compliqué des fois de trouver le bon grand groupe qui va nous aider. Toi, Loïc, qui a beaucoup œuvré pour justement ces relations entre grands groupes et start-up et qui a vraiment œuvré dans ce sens, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, face à cette diversité des interlocuteurs, comment faire? Alors, ton micro est coupé, Loïc. Pardon, j'étais très discipliné, je m'étais mis en mute. Non, c'est jamais simple. Bon, c'est clair que les startups ont une problématique à 2 étages qui est aller vite et taper droit au but, quoi. Hein, et c'est jamais simple. On a souvent tendance à penser qu'il y a une voie royale, alors que je pense qu'il n'y en a pas. Il y a plein de types de collaborations possibles entre une startup et un client plutôt typé grand groupe. Ça peut être du business pur, c'est-à-dire de l'achat de la technologie, ça peut être du partenariat technologique, ça peut être aller tester un marché, ça peut être une espèce de partenariat commercial pour aller explorer des opportunités. Donc, je dirais qu'il y a quand même 2 catégories de personnes qu'il faut essayer de cibler. La première, idéalement, c'est celui qui décide, c'est-à-dire celui qui a le problème, qui a le budget ou qui a les moyens de faire, parce que c'est quand même celui qui va globalement mettre en œuvre le partenariat et activer vos services et créer la relation. Mais c'est pas toujours simple. Quelquefois, ils sont clairement identifiés dans les directions R&D ou dans des directions innovation s'il y en a une dans l'entreprise. Ça peut être le business, ça peut être le commerce. Enfin, en gros, voilà, le gars qui a le problème, celui qui a le problème, et en général, il a besoin qu'on l'aide et donc il vous accueillera plus facilement que celui qui n'a pas de problème et qui fait juste de la veille. Ou alors, effectivement, un deuxième type d'interlocuteur qui est ce qu'Éric appelait le Sherpa, le guide, enfin on appelle ça comme on veut, mais qui n'est pas quelqu'un qui a les clés, mais qui est quelqu'un qui connaît très bien l'entreprise, qui a le réseau et qui sait, on va dire, ouvrir des portes, créer les connexions et vous envoyer vers les bonnes personnes. Et alors moi aujourd'hui dans mon job, une partie de mon job, c'est de faire le Sherpa justement, c'est de créer les connexions entre les gens qui tapent à la porte, qui savent pas du tout où aller, et moi j'essaye de les aiguiller, je fais vraiment l'aiguilleur du ciel là-dessus. Mais tout dépend un petit peu de ce que vous voulez faire avec le client. Est-ce que vous voulez juste lui vendre un produit, vous voulez mettre en place un partenariat technologique, vous voulez vous appuyer sur sa structure pour faire du commerce ensemble, vous voulez juste vous en servir comme un espèce de client test qui sera pas forcément celui avec qui vous développerez, mais qui donnera une caution à votre produit. Donc, essayez déjà d'identifier ce que vous voulez faire. Parce que si vous savez ce que vous voulez faire, vous avez une idée claire de comment vous voulez collaborer avec le grand groupe, soit vous trouverez plus facilement le partenaire qui a le budget et les clés de la décision, ou alors vous aiderez votre Sherpa à lui-même vous aiguiller vers les bonnes personnes. Mais il n'y a pas de règle, c'est vraiment au cas par cas. Mais comme le disait Vanessa précédemment, comprenez bien comment vous êtes différenciant et vous apportez une réponse à un problème. Si vous n'apportez pas de réponse à un problème, je pense que les choses sont très mal engagées. Donc, il faut vraiment vous poser la question, quel problème j'aiderai à résoudre auprès du client? Merci beaucoup Loïc, en effet, d'insister sur le bon interlocuteur. C'est aussi celui, qui aura le problème et pas forcément celui qui fait de la veille. Florian, vous aviez une stratégie aussi par rapport à ces relations que vous avez adoptées. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors une stratégie, c'est un bien grand mot. Je peux donner quelques exemples. Mais en fait, moi, sur quoi j'insisterais, c'est plus encore que le Sherpa, c'est chercher les alliés. Et les alliés, ça peut, en tout cas pour nous, à Distran, ça a été des gens vraiment très différents. Donc ça a été, on s'attendait, ah oui, mais nos alliés, ça va être les HS, donc les Health and Safety Environment Director. Et souvent, ça a été des gens très différents de ce qu'on attendait, mais des gens qui étaient engagés, qui adoraient la technologie, qui trouvaient que c'était génial. Et ils ont fait des concours en interne. Il y a une compagnie française, voilà, que je citerai pas, qui a organisé. Donc il y a des gens qui, sur le terrain, ont organisé un bus de l'innovation. Ils sont allés partout en Europe et ils nous ont permis d'essaimer
très facilement, et c'était pas des gens a priori qu'on ciblait. Donc voilà, trouver des alliés, c'est important. Il y a un deuxième exemple aussi qui est assez emblématique de notre histoire. On a commencé avec General Electric, c'était en 2014 ou quelque chose comme ça. Et dans une des premières réunions, on arrive, donc c'est une salle qui était entièrement remplie de personnes de General Electric. Et il y a une personne, donc on rentre, il y a une personne qui dit il est où l'ennemi? Et donc on a été super surpris. On s'est dit oula, mais comment on est accueilli chez General Electric, ça va être la galère. Et en fait, cette personne, ça a été, enfin, on l'a convaincu, c'était difficile au début, et puis on s'en est fait un vrai allié, et c'est elle qui nous a ouvert totalement les portes de General Electric, et elle a même rejoint Distran 2 ans après, et voilà, et c'était une super histoire. Donc voilà, trouver des gens qui sont passionnés par votre techno ou votre startup, c'est vraiment ça. Et il y en a voilà, à tous les niveaux, aussi bien au niveau des opérateurs qu'à des niveaux de management intermédiaire ou à plus haut niveau. Il faut être assez ouvert là-dessus. Merci beaucoup, Florian. En effet, c'est important dans cette stratégie commerciale voilà, de trouver les bons interlocuteurs, les bonnes clés de compréhension sur la valeur ajoutée qu'on peut apporter aux grands comptes. Mais on voit aussi que c'est un chemin qui n'est pas simple et qu'il faut y consacrer beaucoup d'énergie. Finalement, pour rendre efficace cette énergie, quels est finalement les signaux qu'on peut détecter, les signaux faibles ou les signaux un peu voilà, plus fort pour aller au-delà. Est-ce que du coup vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors pardon, je me suis perdue dans mes interventions. Il me semble que du coup c'est Loïc où tu as vu justement les signaux forts ou faibles que tu peux rencontrer avec les startups pour savoir si elles doivent poursuivre ou pas. Oui. Alors il y a beaucoup plus de signaux faibles que de signaux forts, ou en tout cas les signaux forts quelquefois ce ne sont que de la com. Hein. Pour être honnête, vous ne trouverez pas un grand groupe aujourd'hui qui ne dit pas, qui n'affiche pas qu'il veut collaborer avec des startups. Mais entre le dire et le faire efficacement, il y a une vraie différence. Pour l'anecdote, on avait même eu, nous, à une époque, chez Schneider, il y a quelques années, une partie du top management qui avait des objectifs de rencontrer des startups. Donc, on organisait des réunions qui n'en finissaient pas et n'aboutissaient à rien. Alors, les signaux faibles, ou en tout cas des choses qui doivent vous éveiller et vous alerter, la multitude d'interlocuteurs, je dirais qu'assez rapidement, si vous avez un petit nombre d'interlocuteurs qui entretiennent la relation, ça veut dire que globalement, il y a une bonne accroche et quelque part, les choses vont se passer. Si on vous fait rencontrer beaucoup de monde et que ça n'en finit pas et que vous avez l'impression que les gens font du tourisme industriel, ça veut dire que quelque part, vous n'êtes pas en bonne voie. Et donc, quelque part, soit il faut revoir votre stratégie, soit il faut changer de client, soit il faut faire autrement. Hein. C'est quand même un signal faible assez intéressant. Assez rapidement, si le grand groupe vous démontre qu'il a mis en place une organisation un peu adaptée à la collaboration avec des petites structures comme les vôtres, c'est plutôt intéressant. Les grands groupes sont organisés pour normalement être des machines à éviter l'introduction de nouveaux fournisseurs et de prise de risque. Donc, par principe, une start-up, c'est vu comme quelque chose qui est un peu qui est dangereux et qui n'est pas normal. Et donc, si vous vous retrouvez dans un processus normal de fournisseur, vous allez très vite vous faire éjecter, voire même pas du tout pouvoir rentrer. Si par contre, le grand groupe a mis en place une structure soit avec des incubateurs, avec une cellule innovation, avec des gens dédiés, avec une structure dédiée et des processus et des modes de fonctionnement dédiés à l'innovation et à la collaboration avec les startups, c'est un bon signal. Ça veut dire qu'il y a une volonté, mais il y a aussi des actions qui sont lancées. Et donc, en général, vous allez trouver un Sherpa, vous allez probablement trouver des alliés, vous allez trouver des finalités et ne pas rester dans le tourisme industriel que je citais auparavant. Après, je répète, le partenariat avec entre un grand groupe et une startup, ça peut être dans plein de domaines. Ça peut être du commerce, ça peut être
peut être de la techno, ça peut être uniquement de l'achat-vente en mode transactionnel un petit peu traditionnel. Mais je dirais qu'assez rapidement, si quelqu'un exprime un problème et veut vraiment vous faire collaborer, il se manifestera. Donc, soyez surtout attentifs à l'écart entre ce qui est affiché puis ce qui est vraiment pratiqué. Et par exemple, question toute bête, si on doit vous passer une commande pour un POC ou un proto ou quelque chose comme ça, en combien de temps on peut vous la passer? Alors, je vais vous donner un exemple concret. Moi, quand je suis arrivé chez Schneider, créer un fournisseur et lui passer une commande, ça prenait entre 12 et 18 mois. Pourquoi? Parce qu'on appliquait le processus standard, qualification fournisseur, audit financier et toute la barrière et toutes les barrières qu'on met habituellement à l'entrée de nouveaux fournisseurs. Et donc, on n'avait aucune réactivité là-dessus, ce qui fait d'ailleurs qu'on s'est mis en ordre de marche pour faire les choses, parce que le business nous a dit, les gars, il faut pouvoir passer un POC en un mois. Une commande de POC, ça doit se faire en moins d'un mois. Aujourd'hui, on est capable de passer une commande de POC auprès d'un fournisseur qui était inconnu précédemment en 5 jours. Bon, c'est une bonne preuve que quelque part, on est capable de faciliter le fonctionnement et qu'on a mis en place les choses qui vont bien pour non seulement faire des effets d'annonce, mais surtout agir, quoi. Donc, c'est ce genre de signaux faibles qu'il vous faut écouter. C'est en gros, pour résumer, est-ce qu'il y a une organisation adaptée? Est-ce qu'il y a des processus qui sont franchement plus agiles et plus efficaces que les processus habituels que vous pouvez connaître auprès des grands groupes avec leurs fournisseurs? Et globalement, est-ce que vous avez peu d'interlocuteurs et les bons interlocuteurs et vous sentez que c'est vraiment le gars qui a le problème? Si vous avez ces 3 indicateurs-là réunis, vous êtes plutôt bien. Si à l'inverse, vous voyez beaucoup de monde, si on vous dit oui, ben, je vais vous passer un truc muche qui va vous faire les audits et les référencements et on se reparle plus tard, c'est-à-dire vous avez l'impression que vous êtes rentré dans le processus traditionnel de collaboration habituel entre un fournisseur et un client, et ben le signal faible, c'est que ça va pas très bien se passer. Merci beaucoup Loïc, en effet, de nous montrer un petit peu les rouages entre une start-up et un grand groupe et ces signaux faibles. Élodie, toi qui travaille donc au sein d'Air Liquide et qui a travaillé sur des projets de digitalisation où la relation grand groupe start-up était très importante, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette approche de signaux et qu'as-tu pu détecter sur les projets sur lesquels tu as travaillé? Oui, tout à fait. Donc, j'ai eu la chance chez Air Liquide de travailler il y a quelques années sur un projet d'usine du futur dans lequel il y avait une forte volonté d'impliquer des startups pour trouver des solutions aux problèmes opérationnels sur les usines. Et pour parler de signaux faibles, c'est vrai que dans le cadre de ce projet, nous avons pu, comme le disait Loïc, bénéficier d'aménagements très forts des processus traditionnels. Donc, on était relativement libre par rapport au processus classique industriel de décision, ce qui nous permettait effectivement d'accélérer énormément les prises de décision. On n'est pas arrivé au POC en 5 jours, qui reste un beau benchmark, décision de POC en 5 jours, mais c'était quand même beaucoup plus libre que les processus traditionnels. Et ce qu'on avait mis en place, et qui à mon avis est une vraie signal à détecter pour une startup, c'est des interlocuteurs dédiés, donc des chefs de projet dédiés qui prenaient en main la relation avec la startup, donc non seulement pour faire des tests et pour obtenir la disponibilité des gens des opérations pour travailler sur les POC, mais également qui les aidaient, les assistaient, simplifier toutes les démarches administratives, hein, donc que ce soit effectivement la partie contrat, la partie validation légale, la partie paiement. Donc voilà, on avait tout un écosystème à l'intérieur même d'Air Liquide avec on va dire des conditions adaptées pour que les startups puissent travailler dans des modes qui leur conviennent mieux. Merci beaucoup Élodie. Je vous rappelle juste que vous pouvez poser vos questions sur la partie questions sur Livestorm et on y répondra à la fin des interventions. On a pu voir du coup l'importance de trouver les bons interlocuteurs et de détecter les signaux quand ils arrivaient. Et donc, les startups peuvent avoir la chance, du coup, une fois que ce plan commercial est bien établi et que la relation est bonne, de développer des POC avec les grands groupes. Mais finalement, comment aller au-delà de cette preuve de concept? Eric, toi qui as travaillé avec les grands groupes et maintenant tu as la vision Apix, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment arriver au-delà et pousser son produit? Ton micro est coupé, Eric. Oui, je disais donc que le POC, c'est pas une fin en soi, c'est une étape, c'est souvent que le début.
Voilà, c'est là qu'il faut en mettre encore un peu plus d'énergie. Si le POC est un succès, il faut réussir à engrainer quelque chose, il faut impliquer davantage le grand groupe. Donc, il faut réussir à lui faire payer une expérimentation plus large, de vous faire rentrer dans une pépinière de start-up, faire un test en grandeur nature chez ses clients. Enfin, voilà, il faut réussir à passer à la vitesse supérieure. Et ça, ça se fait pas tout seul. Il faut pas lâcher vos interlocuteurs. Il faut avoir bien conscience que les horloges, la vôtre et celle du grand groupe, sont pas les mêmes. Donc, voilà, ils ont ces deux échelles temporelles très différentes. Donc, il faut que vous l'intégriez. Et si vous attendez, ça viendra pas au rythme, au moins au rythme auquel vous aimeriez que ça arrive. Donc, il faut solliciter vos interlocuteurs et les forcer. Si ça a bien fonctionné, ils seront ouverts à ça, mais les pousser à passer à l'étape suivante. Là encore, il n'y a pas un chemin unique. Il y a plein de façons, mais il faut bien avoir ça en tête. Ayez en tête qu'il faut être persévérant et ne pas se penser que parce que le POC a été un succès, le grand groupe va dérouler le tapis rouge et va lancer tout un tas d'opérations. C'est à vous d'aller les chercher. Mais merci Eric, en effet, d'insister sur l'énergie qu'on doit déployer et de ne rien lâcher si on veut aller au-delà du POC. Florian, du côté de Distran, quelle est ton expérience pour maximiser ces chances de réussite pour aller au-delà du POC? Ouais, alors pour nous, au début, on a fait l'expérience de faire des tests gratuitement, d'essayer voilà, et ça durait très longtemps. Les grandes entreprises, en général, il y a beaucoup de gens, donc il y a beaucoup de temps disponible s'il y a un petit intérêt, un signal faible voilà, d'intérêt. Et on s'est rendu compte en fait que c'était beaucoup plus efficace de faire des POC qui sont toujours payants. Alors, l'idée, c'est pas de faire un truc qui coûte voilà, extrêmement cher, mais dans notre cas, c'était prêter une caméra, former les gens à l'utiliser. C'était de faire payer quelques milliers d'euros pour que comme ça, ça implique plusieurs personnes en fait dans l'entreprise dans la décision. Donc voilà, il y a la personne qui est peut-être l'opérateur et puis son chef. Et ça veut dire qu'à la fin de la preuve de concept, le chef il va demander un rapport sur alors c'était bien, c'était pas bien, il y aura un meeting, voilà, ça va pas être tombé dans l'oubli. Donc ça, c'était principalement ce que je retiens de comment on a fait du business à distance, comment on a commencé des relations, c'était avec des preuves de concept qui étaient pas gratuites, mais qui étaient relativement faciles et accessibles. Merci beaucoup Florian d'insister sur le fait que faire payer ces POC, ça permet d'impliquer les décisionnaires très tôt et du coup de savoir si il y a un intérêt ou pas. Il arrive, donc ça c'est quand cela fonctionne, mais il arrive parfois que les POC ne fonctionnent pas avec une entité d'un groupe. Est-ce qu'il faut s'arrêter à cet échec ou est-ce qu'il faut aller au-delà? Eric, chez Apix, comment tu vois les choses par rapport à cette problématique d'arrêt ou de continuer? Alors, je disais en introduction qu'il faut être tenace et persévérant, donc c'est pas parce que ça n'a pas marché dans une entité que ça ne marchera pas dans une autre. Peut-être que ça n'a pas marché parce que vous n'aviez pas assez bien étudié le besoin du client et que ce que vous proposiez ne correspondait pas tout à fait. Mais il se peut qu'à peu de choses près, une entité, une business unit dans un autre pays ou sur une application légèrement différente, ça match. Donc, voilà, encore une fois, il faut vraiment étudier le business model, le besoin que vous allez permettre peut-être de satisfaire chez le grand groupe et adapter votre offre le cas échéant. Parfois, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Donc, c'est d'abord un travail d'analyse, de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et d'essayer de trouver une petite adaptation, soit chez le client, soit chez vous, qui permettra de faire mieux sur une autre business unit. Voilà, donc je dirais une start-up aura toujours du mal, voire une impossibilité
d'influencer la façon de fonctionner d'une entité d'un grand groupe, quelle qu'elle soit. Donc, c'est vraiment à vous de vous adapter. Et pour vous adapter, il faut comprendre et analyser et comprendre le besoin du client. Je vais juste prendre un exemple auquel on a été confronté et qui est assez logique quand on l'analyse. Chez Engie, je disais tout à l'heure, de très très nombreuses entités. Nous, on est dans l'analyse de gaz. Apix a proposé à GRDF. GRDF, c'est la filiale de distribution du gaz, donc c'est celle qui vous apporte à vous, consommateurs, le gaz. Donc, c'est une entité qui a beaucoup de clients et qui dit beaucoup, donc volume dit prix bas. Donc, GRDF, c'est une unité de Engie qui va toujours chercher à optimiser le prix et donc à tirer le prix très, 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 très bas auprès de ses fournisseurs. Une start-up, sauf quelques rares exceptions, a toujours du mal à être compétitive en termes de prix, surtout au début, parce que ses quantités, ses volumes sont faibles. Je parle de start-up industrielle. Donc, il y a un match qui est difficile à faire de ce fait. Il y a une inadéquation entre le besoin en termes de prix, pas forcément en termes de fonctionnalité, mais en termes de prix avec le besoin du client. Dans le même groupe, il y a une autre unité qui s'appelle GRT Gaz, qui est le transporteur de gaz. Donc, c'est lui qui a les gros tuyaux qui amènent le gaz à GRDF pour le distribuer. Donc, lui, son besoin, il est assez différent. Il mesure des quantités énormes. Et ce qu'il cherche, là, c'est plus la performance, la qualité de l'appareil que son prix. Le prix, évidemment, important, mais pour lui, ce n'est pas le critère numéro un. Donc, voilà. Donc, le même produit, dans le même groupe, auprès de GRDF, quasi aucune chance, au moins dans les phases de démarrage de la start-up. Chez GRT Gaz, toutes ses chances. Donc, c'est un échec, un succès au sein du même groupe. Voilà, c'est parce qu'il y a simplement une meilleure adéquation entre tous les paramètres de ce qu'on est capable de fournir. Merci beaucoup, Eric. Élodie, toi également, tu as pu voir que, en effet, les entités d'un grand groupe, et entre autres donc, chez Air Liquide, sont très différentes. Et comme le disait Eric, une start-up peut être vouée à l'échec avec une entité, mais avec une autre que ça fonctionne très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Élodie ? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un grand groupe, c'est composé de beaucoup d'entités, beaucoup de métiers très différents, qui parfois ne se connaissent même pas bien les uns les autres. Donc, pour une start-up, je dirais qu'il faut considérer deux entités d'un grand groupe comme deux clients différents, quasiment. Et c'est vrai que j'ai un exemple très intéressant chez Air Liquide. Donc, toujours dans le cadre du projet Connect d'usine du futur, nous avions testé un système de lunettes de téléexpertise. Donc, l'idée étant qu'avec des lunettes utilisées sur une usine, un expert à distance pouvait finalement voir et interagir avec l'opérateur du site pour le conseiller sur des opérations inhabituelles. Ça marchait très bien techniquement. On a même quelques success stories à valoriser. Malheureusement, ce qui pêchait, c'était le modèle économique proposé par la start-up, puisque c'était un système de location des lunettes. Et donc, il aurait fallu louer une paire de lunettes par usine à l'année pour seulement quelques événements inhabituels par an. Et donc, économiquement, la copie ne tenait pas. Par contre, cette start-up a été redirigée vers une autre entité d'Air Liquide qui, elle, fait de la construction d'usines. Et au moment où on démarre l'usine, en fait, pendant plusieurs semaines, il y a une activité intense sur site où on a besoin de faire appel à des experts à distance. Et donc là, au contraire, l'utilisation des lunettes est tout de suite rentabilisée. Et donc, au final, cette start-up a pu faire affaire et valoriser son produit auprès de l'entité de démarrage des usines. Donc, mon conseil, c'est plutôt effectivement de considérer que c'est un échec auprès de la première entité, utiliser la référence et le succès technique pour rebondir dans d'autres entités du grand groupe.
Merci, merci Eric et Elodie, en effet, d'insister sur l'utilité de bien connaître les entités pour proposer le bon produit ou le bon business à associer. Pour les startups deep tech, une autre difficulté peut être aussi de vouloir à tout prix pousser sa technologie en oubliant justement cette partie business dont tu parlais, Elodie. Comment éviter finalement ce biais du techno-push pour commercialiser un produit deep tech? Eric, chez Apix, comment vous avez géré ce point? Le micro est coupé, Eric. Voilà, à chaque fois. Oui, c'est tout à fait vrai. Un travers très courant dans les startups, c'est de mettre en avant la technologie. Évidemment, c'est le cœur de ce qui a été à l'origine de la société et souvent on en est très fier. Et souvent aussi, c'est une prouesse. Donc, on pense que ça va se suffire à soi-même pour convaincre. Or, c'est jamais ou quasiment jamais le cas. La technologie n'est pas un argument de vente, surtout si elle n'a pas encore de notoriété. Après, elle peut le devenir, mais il faut beaucoup de temps. Ce qu'il faut, c'est insister sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire en quoi ça va résoudre un problème chez le client, en quoi ça va lui permettre de mieux faire son travail. Et donc, le côté applicatif de votre innovation et de votre technologie, c'est ça qu'il faut décrire. Il faut décrire tous les avantages que ça peut apporter à son utilisateur. Je le disais tout à l'heure, il y a une très grande réticence au changement. Donc, si vous insistez sur la techno, bien souvent, au bout de la chaîne, l'utilisateur, l'exploitant, ça va lui faire peur. Il a des habitudes, il gère son sujet, son problème, son business au quotidien. Peut-être que vous pourriez l'aider, mais si vous incitez sur la techno, il va se dire, est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça va changer ma façon de travailler? Est-ce que je vais devoir faire ci ou ça qui est plus compliqué? Est-ce que ça va me coûter plus cher? Est-ce que ça met en péril mon exploitation? S'il y a un problème, c'est pas encore éprouvé, c'est pas connu. Donc, il imagine tout un tas de difficultés autour de la techno qu'il va peut-être même pas comprendre. Donc, il faut simplement le rassurer, lui expliquer ce que vous apportez, ce que vous résolvez pour lui et qu'est-ce que ça lui fait gagner. Et évidemment, le côté sécurité, qualité, pour lui aussi va être essentiel. Voilà. Donc, insister là-dessus, la techno, ça viendra plus tard, c'est pas ça qui est vendeur. Par exemple, dans notre cas, on a développé une technologie qui intellectuellement est fantastique, c'est des nanotechnologies, mais l'utilisateur, il s'en moque. Ce qu'il voit, c'est que notre système lui permet de détecter des composés lourds dans le gaz sans utiliser l'hydrogène, qui est un gaz dangereux, qui est complexe. Ça le handicape dans son exploitation. On lui résout son problème. On ne parle pas des NEMS, on ne parle pas des nanotechnologies. On dit voilà, ça fait ci, ça fait ça. Et là il nous écoute. Merci beaucoup, Eric, en effet, de montrer l'importance de la résolution du problème. Loïc, chez Schneider Electric, je crois aussi que vous insistez beaucoup sur la partie création de valeur. Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Il faut qu'il y ait un problème où il faut rendre la vie de quelqu'un plus facile ou plus agréable. Et en particulier, à la fin, qu'il y ait un consentement à payer. Sinon, on fait des jolies inventions, mais on n'innove pas et surtout, on ne crée pas de business. Je pense que, alors chez nous, on est en train même de migrer du concept de proof of concept vers le proof of value. C'est-à-dire qu'au-delà de démontrer techniquement que quelque chose marche, on est plutôt, nous, en train d'essayer de démontrer qu'à la fin, on va soit nous l'adopter, alors pour un usage interne, soit on va en faire quelque chose qu'on va pouvoir vendre à nos clients. On a beaucoup de cas très variés, puisqu'on a un peu tous les types d'innovations possibles avec des startups, des choses qu'on acquiert pour nos propres usages, des choses qui sont des technologies, des services, des produits qu'on utilise pour mettre dans des offres qu'on vend à des clients, alors soit sous forme de briques techno, soit sous forme d'offres presque clés en main, sur lesquelles on fait quasiment presque de l'achat-revente. Je pense qu'il est aussi important que vous compreniez bien finalement, c'est pas sur la techno qu'on va se battre avec vous. Très souvent, on tombe d'accord sur une ambition. Après, c'est dur d'y arriver, mais on sait définir l'ambition et on sait dire si on y est ou pas. Par contre, on ferraille beaucoup, et moi, je passe pas mal de temps à éduquer certains de mes partenaires startup, pas tous heureusement, mais certains, sur comment on va se partager les rôles et responsabilités dans cette affaire. Typiquement, je vais vous donner un exemple concret. Je travaille avec une startup australienne dans le condition monitoring des
transformateurs de puissance. Et ça fait bientôt 3 mois que je leur explique que c'est pas eux tout seuls, 40 personnes en Australie, qui vont aller engager tous les clients que Schneider a tout autour de la planète qui utilisent des transformateurs de puissance, parce qu'ils n'ont simplement pas la capacité de le faire. Donc, dans le partage des rôles et responsabilités du partenariat, il faut être clair, il faut être réaliste sur qui fait quoi, comment on se partage le gâteau. J'ai toujours tendance à dire qu'une collaboration qui fonctionne bien autour de la techno ou de l'innovation, c'est savoir ce qu'on veut faire ensemble, donc clarifier les intentions, partager les rôles et responsabilités, qui fait quoi. Puis troisièmement, comment on partage pain and gain, comme on dit, hein, quoi. Quand ça marche pas et quand ça marche, comment on se partage les difficultés et les succès. Et c'est souvent là-dessus que ça achoppe, parce que sur la partie démonstration d'un concept, bon ben voilà, on vous dit ce qu'il faut faire, vous le faites pas. Et globalement, la technologie, c'est assez on va dire, c'est assez binaire, quoi. On sait démontrer que ça marche ou ça marche pas, peut-être pas en performance attendue, mais on sait mesurer, on sait le quantifier. Par contre, tout le partage des responsabilités autour de comment on va faire du business ensemble autour de ça, qui va faire quoi, est-ce que je suis un partenaire qui achète, est-ce que je suis juste un partenaire qui crée un canal de vente, est-ce que je suis un partenaire qui teste la techno, c'est important. Et puis, je vous invite aussi à bien clarifier si le partenaire que vous voulez engager, là, le grand groupe, le grand compte, c'est plutôt quelqu'un qui travaille sur de la techno pure ou sur de l'offre. Nous, on a les deux canaux, on a les deux voies, et les deux finalement coexistent, mais ne se marchent pas trop sur les pieds. Il y a des boîtes qui vont aller acheter de la techno, ils vont vous acheter de la techno, alors soit sous forme de produits, soit sous forme de licence, d'utilisation de la techno, soit sous forme de transfert de technologie, parce qu'ils vont ensuite ils vont faire de la R&D avec pour faire quelque chose. Et puis, il y a un deuxième canal qui est de plus en plus celui de l'innovation ouverte, qui est, je pose un problème, amenez-moi une solution. Vous m'amenez une solution complètement ficelée, clé en main, je la prends, je l'embarque dans mes offres et je vais la vendre à mes clients en la packageant dans mon offre à moi. Et il ne faut pas se méprendre. Si vous allez voir des gens qui sont très typés R&D avec une offre produit, ils vont vous voir comme un compétiteur potentiel parce que vous allez faire la R&D à leur place, voire même on va avoir de la job protection. Donc attention, vous allez taper à côté de la plaque. Et à l'inverse, si vous allez avoir des gens qui ont peu de R&D, qui ont besoin de solutions prêtes, clés en main, parce qu'ils n'ont pas de force de frappe R&D, parce que soit ils n'ont pas la bande passante, soit ils n'ont pas la compétence, et que vous arrivez avec une techno en leur disant, tiens, voilà la techno, fais de la R&D avec, et puis fais un produit, et qui n'ont pas cette R&D, vous allez aussi taper à côté de la plaque. Donc, comprenez aussi bien ces deux modèles qui coexistent. Chez nous, les deux coexistent. Et je pense dans les signaux faibles que je signalais tout à l'heure, là, pour un petit peu comprendre comment ça peut accrocher, essayez aussi de détecter si finalement le client il a besoin uniquement de la techno ou il a besoin du produit, parce que c'est pas tout à fait le même type d'effort, c'est pas tout à fait le même type de résultat, et c'est pas tout à fait le même type de partenariat. Donc, je dirais, la technologie c'est important, certes, il faut démontrer que ça marche, il faut arriver à en faire quelque chose, mais très souvent c'est pas sur la techno que ça achoppe, c'est plutôt sur les conséquences business de la techno. Merci beaucoup Loïc, en effet de montrer que la techno c'est important, mais pas que, et la partie business peut être importante, et il y a aussi d'autres manières de réussir. Je vous propose du coup pour continuer sur cette intervention de définir ensemble finalement quels sont les critères de réussite pour un grand compte et pour une start-up. Finalement, ce ne sont pas toujours les mêmes et finalement, quels vont être ces critères. On en a un petit peu parlé avec Loïc, en effet, sur les différentes manières de réussir. Est-ce qu'Éric, tu peux, donc avec ta vision de la start-up Apix, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu quels sont les critères de réussite pour une start-up ou pour un grand compte? Oui, alors comme pour beaucoup de choses, il n'y a pas un critère, il n'y a pas une façon de réussir avec un grand groupe. Je crois qu'il faut, bon, c'est bien de se fixer des objectifs, mais il faut rester souple et avancer au fur et à mesure. Il faut parfois se contenter de différentes choses. Souvent, on se fixe un objectif que on veut vendre nos matériels à ce grand compte, et c'est ça qui sera vraiment la preuve de succès. Oui, c'est une preuve de succès, mais c'est pas forcément la seule. Il y a des choses plus simples, déjà de faire valider son appareil ou son système par un grand compte et de pouvoir communiquer dessus, que le grand compte soit sponsor de votre technologie, c'est aussi un beau résultat. Il peut être un distributeur, il peut aussi investir dans votre R&D, il peut financer de la R&D pour développer des applications spécifiques pour lui ou pour d'autres.
et il peut investir dans votre entreprise. Donc, je ne veux pas faire une liste exhaustive parce qu'il y a beaucoup de choses, mais voilà, participer sur un salon avec un grand compte à ses côtés, c'est aussi un succès qui peut faire boule de neige. Voilà, donc il faut être souple, ouvert et s'adapter. J'ai 2 exemples qui s'appliquent à nous. Engie, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Engie a investi 2 fois dans Apix et pourtant c'est presque pas un client. Enfin, on vend presque rien pour l'instant. Alors j'espère il y a du potentiel, donc on va y arriver. Mais pour l'instant, on vend presque rien. Mais il a investi 2 fois. Bon, c'est un succès parce que il a investi, c'est de l'argent dont on a besoin et c'est très bien. À l'inverse, Total n'a pas investi dans Apix. Il en a été question, mais ils ne l'ont pas fait. Mais en revanche, ils ont lourdement investi dans de la R&D pour développer une application spécifique qui les intéresse beaucoup pour un de leurs besoins. Voilà, donc on va sortir une publication scientifique dans une revue, c'est aussi un succès, une revue de renom spécialisée sur nos applications. Et ils veulent sans doute pouvoir commercialiser cette application auprès d'autres industriels ou d'autres sociétés pétrolières. Donc voilà, 2 extrêmes. Il y en a un qui investit, mais ce n'est pas un client. L'autre, c'est un client, il nous finance de la recherche, mais il n'a pas investi. Les 2 sont des très beaux succès pour nous. Voilà. Merci beaucoup, Eric, de montrer la diversité des critères de réussite. Élodie, du côté de chez Air Liquide, tu as pu voir aussi différentes manières de réussir cette relation grand groupe start-up. Oui, donc du point de vue du grand groupe, en fait, on peut considérer que, en ce qui concerne le projet Connect, en tout cas, le critère de succès, le critère de réussite pour transformer l'essai du partenariat avec les startups, c'est que les POC se transforment en produits réellement utilisés dans nos opérations. Et donc, pour cela, ça veut dire qu'on a déjà réussi à travailler ensemble sur les POC, premier niveau de réussite. Deuxième niveau, avoir réussi à trouver suffisamment de valeur apportée pour les opérations. Et troisième niveau, avoir trouvé un terrain d'entente, donc à la fois sur le modèle économique, mais également sur le modèle opératoire pour insérer ces nouvelles technologies, ces nouveaux services dans nos opérations. Et donc, c'est seulement à ces 3 conditions qu'on peut considérer qu'on a vraiment atteint le summum de la réussite. Et si je reprends l'exemple du projet Connect, à titre de ratio, sur une dizaine de POC entrepris et testés avec des startups, on en a finalement converti 2 qui sont aujourd'hui encore en opération. Donc, je trouve que le ratio est assez intéressant. Évidemment, pas forcément représentatif de toutes les situations, mais ça donne un exemple. Merci beaucoup Élodie pour ces autres critères de réussite. Je vous propose maintenant de passer à la partie questions que vous avez posées sur la plateforme Livestorm. Vous pouvez continuer à en poser, on essaiera d'y répondre. Une des premières questions que l'on peut prendre peut-être, c'est comment aborder un grand compte d'un autre pays. L'innovation est développée à l'extérieur. Comment faire sur cette partie internationale? Florian, je crois que tu peux nous partager quelques retours d'expérience par rapport à cette question. Oui, alors Distran, c'est une start-up suisse, on est basé à Zurich et on a beaucoup participé à des concours d'innovation en France. Voilà, étant moi-même français, ça facilitait les choses. Et on a aussi exporté notre techno en Allemagne, donc c'est un peu nos 2 pays phares. Du coup, les groupes français, ils sont très ouverts, je dirais, à l'innovation internationale, donc de start-up internationales. Quand on a fait l'accélérateur Total Plan 4.0, il y avait plein de gens qui n'étaient pas du tout français. Donc, il n'y a pas vraiment de choses, je dirais, spécifiques en France, à part que, c'est un peu peut-être une évidence, c'est en France, si vous ne parlez pas français, ça va être très, très, très compliqué. Mais c'est pareil en Allemagne. Si vous ne parlez pas allemand, quand vous allez faire votre POC, peut-être tout le monde ne parlera pas anglais. Donc voilà, parler la langue, je dirais, c'est la première chose. Et maintenant, on est quand même dans un monde assez international. Puis surtout les startups, au final,
Si on regarde, je pense que je sais pas à quelle ratio en France, mais en Suisse, si on regarde les fondateurs de startups, très souvent, c'est des étrangers. Donc les grands groupes, ils sont habitués à travailler avec des startups de toutes les nationalités. Hein. Je sais plus qui parlait de ce groupe australien, ou c'était Loïc, mais voilà. Donc il n'y a pas de, nous, on n'a pas eu de barrière spécifique du fait d'être suisse pour amener notre technologie en France. D'accord, merci beaucoup Florian pour cette réponse. Une autre question est finalement, on a parlé de comment aborder un client grand compte. Et à quel moment l'aborder. Justement, la question aussi peut se poser finalement suivant le niveau de TRL que peut avoir une start-up, à quel moment aller voir un client grand compte. Est-ce qu'il faut aller la voir très tôt ou beaucoup plus tard, une fois qu'on est suffisamment mature? Loïc, je crois que tu as quelques éléments de réponse par rapport à cette question. Oui, alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure avec les deux types de collaboration, plutôt techno, plutôt produit. Quand on fait de la collaboration techno, je pense qu'avec un TRL faible, on peut aller voir un partenaire, puisque quelque part, on va maturer les choses avec lui, jusqu'à en faire une brique techno qu'on pourra ensuite embarquer dans une offre ou faire quelque chose. Donc, on peut y aller assez tôt. Alors, il faut quand même pas être sur le concept papier. Hein. Il faut au moins un démonstrateur, un proto, quelque chose comme ça, mais on n'a pas besoin d'un TRL très élevé. Je pense qu'à partir de 3 ou 4, on doit pouvoir y aller. Si vous allez, ou si vous ciblez, ou si vous avez en face de vous un client qui veut plutôt des choses un peu plus clés en main parce qu'il cherche une solution à un problème et pas une technologie, je dirais qu'il faut un TRL plutôt avancé. Hein. Si vous n'avez pas une offre qui tient la route, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on achète un produit, ça veut dire qu'on ne veut pas faire l'effort de faire de la R&D, soit parce qu'on ne veut pas, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'on n'a pas la compétence. Donc, si vous venez voir sur le canal plutôt solution à un problème avec un produit clé en main, il faut un TRL au moins à 6. Sinon, ça va être compliqué parce que il va falloir que j'aille le tester chez des clients avec quelque chose qui est au moins présentable comme un minimum viable product, ainsi de suite. Donc, je dirais ça dépend vraiment de votre stratégie. Hein, est-ce que vous voulez vraiment vendre de la techno ou le produit qui découle de la techno? Et en même temps, ça dépend de la réceptivité du client à faire de la techno ou plutôt à faire du produit et de la solution clé en main. Merci beaucoup Loïc. Je crois qu'Élodie, tu voulais aussi réagir sur voilà, comment aborder un client suivant le niveau de TRL. Oui, tout à fait. Juste pour abonder dans ce sens, hein, sur le projet Connect, on cherchait effectivement plutôt des solutions à tester et à adapter par rapport à des problèmes qu'on avait. Et on va dire sur l'ensemble de startups et de POC qu'on a essayé, il y en a un ou deux qu'on n'a pas pu mener vraiment correctement parce que la technologie n'était pas assez aboutie et ça ne pouvait pas coller par rapport à ce qu'on était capable de tester avec les opérateurs de terrain. Et donc, vraiment, ça n'a pas pu marcher parce que simplement, la solution technique n'était pas suffisamment mature. Merci. Du coup, on a aussi une question par rapport au partage de la propriété intellectuelle, parce qu'on a bien vu que soit le niveau de maturité était important et donc du coup la techno était aboutie, donc il y a peut-être moins cette question de propriété intellectuelle, mais quand on est plutôt sur la phase de développement commun, comment gérer cette propriété intellectuelle et comment chacun peut se protéger? Loïc, je crois que tu voulais partager quelques points là-dessus. Hein. Oui, parce que j'ai eu beaucoup d'expériences douloureuses. On a raté beaucoup de jolis projets, surtout il y a quelques années, parce qu'on s'est beaucoup crispé là-dessus. C'est un sujet qui crispe des deux côtés. Parce qu'en gros, la start-up ne veut pas se faire déposséder, c'est normal, de sa techno. Puis parce que le grand groupe veut quand même être dans une logique, et je répète, c'est pas la bonne solution, mais c'est un peu le comportement. Je paye, donc je possède. Je pense que c'est un faux problème, l'IP. Il faut le clarifier tôt. Et je pense qu'il faut clarifier des intentions très tôt pour ensuite pas avoir de mauvaises surprises, parce que par contre, on ne discute pas de l'IP quand on est sur le point d'appuyer sur le bouton pour aller voir le client et se rendre compte qu'on ne va pas tomber d'accord. Donc, il faut en parler tôt. Par contre, moi, je dis toujours, c'est pas l'IP, c'est pas la propriété de l'IP qui m'intéresse, c'est l'usage du truc. C'est-à-dire que moi, de plus en plus, je mets en place des contrats où finalement, ce qui m'intéresse, c'est de bénéficier de l'IP, de pas d'en être propriétaire. Alors là, je parle bien de l'IP que quelqu'un m'amène et dont je me sers. Après, il y a une vraie question sur les choses qu'on conçoit ensemble. Il y a le vrai co-développement qui peut nécessiter d'aller même jusqu'à un brevet partagé. Je dirais, même si on sait faire de la co-gestion de brevets,
Mon expérience est très douloureuse sur le sujet parce que c'est comme un règlement de copropriété, hein, c'est très compliqué, il faut tout définir à l'avance, qui paye, qui renouvelle les brevets, dans quel pays, comment on se partage tout ça. Et donc la copropriété, ça devient très compliqué, mais on a le droit d'être intelligent. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir un partenaire qui, en accord avec l'autre, devient propriétaire de l'IP, mais concède gratuitement au deuxième partenaire qui a aidé à concevoir le truc, l'usage de l'IP avec des conditions tout à fait facilitantes et qui n'empêchent pas d'utiliser la technologie. Hein. Faut bien faire le distinguo entre propriété et usage. Alors, on peut très bien être plusieurs à utiliser. En général, on recommande d'avoir un seul propriétaire de l'IP. Moi, je me bats pas pour l'IP, en particulier quand j'achète des solutions. C'est pas l'IP qui m'intéresse, c'est le résultat. Okay, quand j'achète de la techno, c'est peut-être un petit peu différent parce que là, effectivement, des fois, je veux pouvoir bénéficier de l'IP que j'ai co-créé. Et je répète bien, le problème, c'est plus quand il y a de la co-création, mais on a le droit d'être intelligent. Je vais vous donner un élément intéressant. On travaille en ce moment avec Michelin. Donc c'est assez bizarre, mais Schneider collabore avec Michelin sur des technos assez innovantes. Et Michelin n'est pas reconnu comme étant la boîte la plus facile ou la plus laxiste sur la gestion de la propriété intellectuelle. Enfin, si vous avez l'occasion de collaborer avec Michelin, c'est des gens qui brevettent tout et protègent tout. Et la culture du secret industriel chez Michelin, c'est quelque chose de très développé. Et bien, malgré cette culture-là, chez eux, on est arrivé à tomber d'accord, et chez Schneider, avec une approche au départ qui était j'achète donc je possède, on est à trouver des solutions intelligentes pour se partager le terrain de jeu et en même temps bénéficier de la techno et ne pas se marcher sur les pieds, parce qu'on peut ensuite se partager le jeu géographiquement, on peut se le partager par domaine d'activité, on peut se le partager par type d'application, et à la fin, si on est intelligent, on arrive à trouver le truc. Par contre, ça ne marche que si on partage les intentions et les règles du jeu très en départ de la collaboration pour ne pas créer de la frustration et de la crispation en fin de processus. Merci beaucoup Loïc, en effet, d'insister sur être clair sur les règles dès le début et comme quoi c'est possible même quand il y a du co-développement. Eric, je crois que tu voulais aussi partager quelques retours d'expérience sur ce partage d'IP dans les développements et dans la commercialisation. Oui, c'était avant que Loïc fasse son commentaire qui est complet et qui montre l'expérience. Donc, effectivement, enfin, beaucoup de choses ont été dites qui sont totalement exactes. Ce qu'il faut, c'est, je ferai deux compléments. Il faut être très précis sur ce qu'on apporte. Lorsqu'on va travailler avec le partenaire, il faut avoir bien cerné, donc protéger le cas échéant, donc un brevet ou des brevets, ou enfin bref, quelque chose qui montre ce que vous apportez. Et puis, on arrivera à trouver un accord, on sera intelligent, comme le dit Loïc, si on sait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de cette collaboration, de ce travail commun qui peut amener à créer de l'IP commune. Il faut qu'il y ait un intérêt et il faut que vous soyez clair sur ce que vous attendez. C'est pas forcément gênant de partager quelque chose si ça vous rapporte beaucoup et que tout le monde est gagnant. En revanche, si vous avez des doutes ou si finalement vous allez apporter beaucoup et vous allez retirer peu, il faut être un peu plus exigeant. Le partenaire, s'il voit un intérêt dans la collaboration avec vous, il sera intelligent pour trouver une solution. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut juste être clair dans sa tête, dans ses objectifs, avoir bien cerné, défini, décrit ce qu'on apporte au préalable. Le partenaire doit faire la même chose. Et effectivement, le plus difficile, c'est quand il y a de la création de valeurs intellectuelles communes. Mais là encore, s'il y a un intérêt, s'il y a un objectif qui est clair, vous trouverez toujours une solution. Il faut se faire accompagner aussi, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Et évidemment, il y a des pays où il faut être plus prudent qu'ailleurs. En France, les grands groupes sont assez rodés, le sont de plus en plus dans ce genre de choses. Et il y a rarement des voyous qui vont essayer de vous dépouiller. Ce n'est pas forcément le cas partout dans le monde. Donc, il y a des zones où il faut être plus prudent. Donc, prenez des conseils, mais ne mettez pas une barrière. Ne dites pas « je ne veux pas partager » ou « je ne veux pas contribuer ». Voilà. Il faut trouver le bon chemin et il existe. Merci
Merci Eric. Je vous propose de prendre une dernière question qui est par rapport aux procédures. On a vu que, en effet, la relation grand groupe start-up peut être un petit peu différente au début quand on veut mettre en place des POC et on peut alléger certaines procédures. On a vu même le record de Schneider avec 5 jours. Mais finalement, est-ce que cette particularité peut-être au début pour lancer une collaboration, est-ce que ça va pas être un frein après pour quelque chose qui est plus dans la routine et dans un business courant. Est-ce que peut-être Loïc, tu veux peut-être répondre à cette question, hein? Ou Elodie, pardon. Non, mais je vais juste mettre un mot parce que comme j'ai balancé la bombe des 5 jours, alors 5 jours, c'est pour passer la commande. Hein. C'est-à-dire qu'on passe un peu de temps quand même à définir le POC auparavant. J'ai pas connaissance de POC finalisé en 5 jours, mais par contre, passation de commande. L'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'on a le droit d'aller vite sur un POC, et puis ensuite on a le droit d'être prudent et robuste quand on va passer à la vie série, et les deux sont pas contradictoires, simplement faut pas se mélanger les pinceaux et faut pas vouloir sécuriser la vie série alors qu'on ne sait même pas ce qu'on va faire ensemble. Donc notre expérience, c'est aller vite sur le POC parce que la prise de risque, c'est quoi? C'est que le POC soit pas livré, mais c'est le principe, enfin, ou qu'il marche pas, mais c'est le principe d'un POC. Donc vous prenez pas de risque, ne mettez pas des clauses contractuelles dans tous les sens, dans la mesure où le POC, il est là justement pour lever des incertitudes. À l'inverse, c'est pas parce que vous êtes allé vite et léger sur un POC que quand vous allez envisager un ramp-up industriel avec des choses qui doivent être robustifiées et qui sont engageantes, qu'on va faire ça, on va dire, de manière bâclée. Donc, c'est totalement déconnecté. Simplement, n'utilisez pas une pelleteuse pour enfoncer un clou, quoi. C'est simple. Merci beaucoup Loïc. Elodie, je crois que tu voulais aussi partager ton retour d'expérience. Pour compléter, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Hein. L'objet du POC, c'est de démontrer que ça marche et de démontrer la valeur. Point. Donc, derrière ça, il y a effectivement, si ces deux aspects sont convaincants, une phase d'industrialisation. Cependant, pour ne pas rater des choses importantes qui compromettraient, on va dire, l'adoption du système ou de la techno ou du service par le grand groupe, il faut très tôt aborder les sujets finalement de l'intégration de ce système dans les opérations du groupe. Donc, il y a l'aspect coût, on en a parlé, cost model, mais il y a aussi l'aspect operating model. Si je prends l'exemple d'un sujet qui a trait à l'informatique, très vite va se poser la question de oui, mais comment ce nouveau device ou cette nouvelle application va s'intégrer dans le système informatique du groupe en termes de cybersécurité, en termes d'adaptabilité, etc. Donc, il y a quand même des sujets qu'il faut aborder très, très tôt pour valider que ça pourra s'intégrer sans trop de difficultés dans les opérations du groupe. Merci beaucoup Elodie. Je vous propose de conclure ce webinaire par les recommandations que vous aimeriez donner aux startups. Voilà, par rapport à cette relation grand groupe startup, quels sont les messages clés que vous aimeriez partager? Est-ce que Florian, tu veux commencer? Oui, alors je pense que moi, ma conclusion là-dessus, ce sera c'est de faire attention au temps. Donc, au début, on a fait un premier projet avec Alstom et je crois 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, il y a eu l'acquisition par General Electric. Je peux vous dire que les projets avec la startup, c'était pas le premier sujet. Donc, importance de mener des projets en parallèle. En plus, dans un grand groupe, l'information, elle met quand même du temps à percoler. Donc, il faut vraiment mener des projets en parallèle et pas se focaliser uniquement sur un groupe. Et la deuxième chose, c'est aussi la gestion du temps. C'est-à-dire que dans une startup, on n'est pas beaucoup. Dans un grand groupe, ils sont beaucoup. Et donc, ils ont plus de temps. Donc c'est ce que je disais avant. Faites payer votre POC. Comme ça, vous aurez, vous économiserez un peu de temps. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Florian. Est-ce que Elodie, tu veux nous partager quelques mots de conclusion? Oui, ben pour moi, hein, encore une fois, plutôt procéder en 2 temps. Le premier, c'est le POC qu'il faut faire vite pour valider rapidement la valeur ajoutée du métier. Et la deuxième chose, sans attendre trop, c'est effectivement d'aborder très vite les questions d'intégration de cette solution dans les opérations du groupe. Donc, en termes économiques, valider qu'en termes économiques, ça passe. En termes
d'opération, donc informatique, en termes de maintenance, valider que ça peut marcher, parce que sinon, ça peut être aussi un bloqueur. Donc, il faut vraiment lever ça très, très vite. Merci beaucoup, Élodie. Est-ce que, Eric, tu veux nous partager quelques éléments? Ton micro est coupé, je suppose que… Eric, voilà, c'est bon. Donc, quitte à me répéter, il faut être persévérant, il faut être tenace, il faut être patient, et puis être souple, adaptable, ne pas se fixer des objectifs fermés, donc être satisfait de différents succès, de différents niveaux de succès, que ce soit du financement de R&D, de tests, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, faut pas, et pas tout miser sur un grand groupe. Il y a plein de PME qui peuvent être intéressantes. Il y a plusieurs grands groupes. Mettez tout en parallèle. Et voilà, soyez patient, tenace et persévérant. Ce sera mon trio gagnant. Merci beaucoup, Eric. Est-ce que Loïc, tu veux terminer par quelques mots également? Beaucoup de choses ont déjà été dites, mais en conclusion, prouver la valeur. C'est pas le concept qu'il faut démontrer, c'est la valeur. Trouver le bonhomme qui a le problème. Celui qui a le problème, c'est quand même celui qui vous fera avancer. En tout cas, il a un problème à résoudre et donc si vous l'aidez, il avancera. Et puis, je pense que je parle à des gens de la tech. Je dirais pas ça si vous n'étiez pas une population plutôt tech. Parce que les gens qui sont pas de la tech, je leur parle beaucoup d'industrialisation, de scale-up. Mais aux gens de la tech, je leur dis, posez-vous les bonnes questions sur le business model, les rôles et responsabilités, le go-to-market. Et quel type de collaboration est la plus pertinente avec l'écosystème avec lequel vous collaborez. Il n'y a pas qu'un seul modèle, brainstormez un petit peu et soyez clair et lucide sur le business model et la chaîne de valeur. Merci beaucoup, Loïc. Merci à tous les intervenants, à vous 5 qui avez aussi bravé les problématiques de connexion aujourd'hui. Merci à tous. Vous nous avez montré l'importance d'aborder les clients grands comptes, de prendre le temps de vraiment se poser les bonnes questions, de trouver les bons interlocuteurs, mais aussi de savoir les écouter. C'est important d'écouter pour vos Sherpas que vous aurez trouvés pour leur proposer le bon business qui correspond à leurs problématiques. Vous avez montré également qu'il était important d'impliquer les décisionnaires très tôt quand vous réalisez des POC, et ce qui vous permettra aussi de détecter les signaux faibles ou les signaux forts pour pouvoir plus vous développer. Donc merci à vous 5 de nous avoir éclairés sur ce sujet de la relation grand groupe start-up. Merci à vous tous aussi d'avoir participé à ce webinaire. Merci d'avoir suivi et comme nous vous l'indiquions avec Bernard en début de ce webinaire, nous avons lancé donc un programme de webinaire de 4 et le 4e a lieu mardi prochain, mardi 6 octobre à 13h30 sur l'après-incubation, comment se développer après l'incubation. On aura quelques startups d'Accélère qui vous partageront leur retour d'expérience. Voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci à nos intervenants et puis à très bientôt. Au revoir.